Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous accueillir à ce nouveau webinaire de Nexum. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous savez mieux que quiconque que la notion de useness as usual est un concept en voie de disparition. Le changement est partout. Chaque jour, dans chaque entreprise, le changement devient plus important, plus rapide, plus complexe, plus connecté et plus transversal. Dans ce contexte, le danger est d'oublier de gérer le changement jusqu'au niveau individuel. Ce serait une grave erreur. En effet, si vous êtes un peu familier avec la méthodologie ProSci, vous savez qu'un changement réussi est égal à la somme de tous les efforts individuels de changement. Si vous perdez des personnes en cours de route, si certaines d'entre elles ne réussissent pas la transition, alors des résistances apparaîtront au sein de l'organisation et le changement global ne sera pas achevé. Vous n'obtiendrez pas 100% de la valeur attendue. Avant de décider de la manière d'aider les gens à effectuer le changement, vous devez être clair sur les impacts du changement. Et c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Donc, ce webinaire commence à 13 h et durera 1 heure. Il sera donné en français. Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté par Céline Simon. Céline dirige l'équipe française de Nexum. Titulaire d'un master en gestion des affaires, Céline est devenue au cours de sa carrière professionnelle une experte reconnue dans la dynamique humaine des organisations et de leur management. Consultante, chevronnée et formatrice expérimentée, Céline travaille depuis plus de 6 ans avec son équipe à accompagner de nombreux clients issus des plus grandes entreprises françaises sur leur programme de transformation. Céline sait mieux que quiconque combien l'aspect humain est déterminant lors des phases de transition de plus en plus nombreuses et complexes auxquelles doivent se plier toutes les organisations, sans exception. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent et qui essayent de prendre le train en marche. Ne vous inquiétez pas, le webinaire n'a pas encore commencé. Mais avant de commencer, laissez-moi vous donner quelques petits détails pratiques sur le déroulement du webinaire. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la session en utilisant l'icône Q&A en bas de la fenêtre Zoom. Et alors, nous répondrons aux questions en fin de présentation. Si vous avez des questions plus techniques, alors utilisez le bouton chat et nous essayerons de vous aider au mieux. De plus, nous vous demanderons d'utiliser Poll Everywhere pour vous poser quelques questions et obtenir vos avis sur certains sujets pendant le webinaire. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Il vous suffit de vous connecter au site web via www.pollevy.com/nexum3 et d'entrer votre prénom ou le pseudo de votre choix. Vous pouvez également télécharger l'application Poll Everywhere sur votre mobile à partir de votre Apple Store préféré ou Google Play et rejoindre la salle Nexum Room 3. Pendant que vous vous connectez à Poll Everywhere, laissez-moi vous répéter brièvement ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Donc, comme j'en ai déjà parlé dans mon introduction, la diversité croissante du changement, son volume grandissant et la rapidité de son apparition dans notre vie professionnelle quotidienne pourraient nous faire oublier d'en gérer l'aspect humain jusqu'au niveau individuel. Et si nous l'oublions, nous n'obtiendrons pas les résultats escomptés de l'initiative. Mais avant de décider comment aider les gens à faire face au changement, vous devez avoir une idée claire de l'impact de celui-ci. Définir l'impact vous permet de mettre en évidence les caractéristiques du changement au niveau individuel et de clarifier ce que son adoption et son utilisation signifient. Définir les impacts vous aide également à faire preuve d'empathie envers les gens, à identifier les zones de résistance et à déterminer le soutien spécifique dont ils ont besoin pour le changement. Donc voilà, j'espère que vous quitterez ce webinaire avec une compréhension claire du modèle des 10 aspects de l'impact du changement et surtout que vous partirez avec des éléments concrets pour vous aider à les appliquer dans vos projets professionnels. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent webinaire. Et alors, Céline, la parole est à toi. Bien, merci Andrea. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire où, comme tu l'as bien expliqué, nous allons explorer pendant 1 heure comment définir l'impact du changement pour mieux accompagner les individus. Alors, un des plus grands défis auxquels nous sommes généralement confrontés en tant que change manager ou pas d'ailleurs, lorsque l'on déploie un changement, c'est d'estimer son impact correctement. Donc, que ce soit sur les activités des personnes impactées, sur des changements de comportement attendus ou autres. Et la difficulté, c'est d'envisager cela à la fois au niveau organisationnel, on va appeler ça le niveau global, au niveau de l'équipe et au niveau des individus eux-mêmes. D'autant plus que lorsque l'on parle des individus et de l'impact du changement, il y a forcément également une part d'inconnu, nous allons le voir.
Alors, on va le voir également, c'est bien parce que le changement intervient au niveau individuel et local qu'il se fera au niveau global. Dès lors, les questions auxquelles nous devons répondre, c'est, premier point, comment articuler ces deux visions du changement au niveau organisationnel et au niveau individuel. Comment envisager une transformation d'entreprise et la traduire au niveau individuel et comment l'accompagner en tant que change manager? C'est ce que nous allons voir dans ce webinaire grâce à quelques modèles et outils clés. Alors, continuons. Voici notre agenda pour l'heure qui vient. Alors, 4 parties que nous allons explorer ensemble. Alors, nous allons commencer par revoir quelques fondamentaux. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont suivi nos formations, nos webinaires, vous allez reconnaître quelques concepts clés. Et pour ceux qui nous rejoignent, ce sera l'occasion de plonger dans la méthodologie ProSci de conduite du changement. Donc, cette première partie va nous permettre de définir ce que l'on appelle concrètement l'impact du changement. Puis nous poursuivrons avec une partie que j'ai appelée nommer, préciser le changement et ses impacts pour mieux le dompter et le cadrer. Nous découvrirons un outil clé que l'on appelle la roue des impacts. Nous découvrirons ce à quoi elle sert, ainsi que la définition de chaque aspect. Puis nous verrons de manière pratique comment cette roue des impacts se décline dans l'univers ProSci, notamment en termes de formation et d'utilisation. Et enfin, nous irons visiter les applications concrètes de cette roue, par exemple pour définir des métriques, des KPI, ou pour définir la capacité à mettre en œuvre concrètement le changement dans les projets. Bref, un menu là aussi complet, intéressant. Donc, c'est parti avec une illustration très concrète de ce que l'on peut parfois entendre en réunion. Par exemple, notamment dans les réunions lorsqu'on parle de projet, où on dit voilà, par exemple: «Allez, nous allons implémenter un nouvel ERP». Donc la décision est prise de la mise en place de ce nouvel ERP et vous, en tant qu'expert du changement, vous allez forcément poser quelques questions et notamment la question suivante: «Oui, mais quel va être l'impact sur le travail de Béatrice, de Charles, de Julie et de Vincent?» Et généralement, la réponse que vous entendez est la suivante: «Mmh, j'avoue que nous n'y avons pas vraiment pensé». Et c'est vraiment ce point-là que nous allons voir ensemble, car le réflexe, effectivement, est généralement de traiter le changement au niveau de l'entreprise, au niveau de l'intention, au niveau du projet, avant tout, et de ne pas envisager le changement au niveau individuel et au niveau des impacts. Or, le changement, c'est avant tout au niveau de l'individu qu'il se produit. Alors, pour préciser de quoi nous parlons en termes de changement, voici une définition hyper parlante. Certains reconnaîtront cette slide que je vais expliquer. Donc, lorsque l'on met en place, par exemple, un ERP, il y a évidemment un volet technique, c'est le haut de la slide, qui vise à concevoir, à développer et à livrer la solution. Alors, quand on parle de volet technique, on parle aussi bien d'un logiciel, par exemple, comme de l'implémentation d'un nouveau rôle, comme d'un changement culturel, comme de nouvelles manières de faire. Ça n'est pas que technique, bien sûr. Mais tout cela ne peut advenir que si les collaborateurs sortent de leur état actuel et acceptent de rentrer dans le changement pour potentiellement atteindre ce que l'on appelle un état futur qui est plus ou moins défini avec une transition qui doit, nous l'espérons en tout cas, et c'est pour cela qu'il y a des praticiens du changement, se passer de la meilleure manière possible. Donc tout cela ne peut advenir que si les collaborateurs adoptent et utilisent la solution technique. C'est ce que l'on appelle le volet humain du changement. Et c'est bien lorsque ces deux volets se rejoignent que l'on obtient les résultats attendus, et notamment ce que l'on appelle l'équation technique plus humain, qui donne le succès en fait du projet. Alors je pourrais vous citer, et vous-même, vous pourriez évidemment, des tonnes d'exemples qui ont conduit à des catastrophes en entreprise, malgré les meilleures intentions, faute d'avoir pris en compte le volet humain.
Il y a des études qui montrent que 3 projets sur 4 échouent justement pour des aspects humains. Donc on voit que c'est véritablement une question fondamentale, en tout cas un volet véritablement à prendre en compte. Donc on peut décréter le plus beau projet, le plus bel organigramme au niveau de l'entreprise. Si le changement n'est pas traité au niveau individuel, il échouera. Alors pour illustrer cela, j'aime bien utiliser cette citation de l'entraîneur de football américain Vince Lombardi. Alors Vince Lombardi, pour la petite histoire, son nom a été donné au trophée du Super Bowl en football américain. Donc vous voyez, une vraie référence en termes de coaching, et qui dit que les réalisations obtenues par une organisation sont les résultats de l'effort combiné de chaque individu. Alors que ce soit pour une équipe de football ou pour une organisation de plusieurs milliers de personnes, c'est la même chose, effectivement. Les initiatives de changement, les sprints, les releases, si on est en mode agile, les changements culturels ne sont que le résultat des efforts combinés de chaque individu. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, on voit se dessiner le rôle clé du manager sur le terrain dans la réussite de tout changement pour embarquer les individus, les collaborateurs et son équipe. Donc nous allons donc regarder le changement pendant ce webinaire au niveau de l'individu, avant tout. Alors un rappel quand même important, c'est que le changement au niveau organisationnel vise à faire passer une organisation d'un état actuel à un état futur, là aussi avec une période de transition que l'on va essayer de gérer du mieux possible. C'est ce que l'on appelle la vue globale. La réalité du changement, en fait, sur le terrain, c'est que chaque individu doit effectuer son propre trajet pour passer de son état actuel, c'est-à-dire la manière dont il travaille aujourd'hui, son vécu dans son activité, passer à un état futur, c'est-à-dire sa manière de travailler demain et la manière dont il le vivra, en passant par une transition qui va prendre plus ou moins de temps. Et ce qui peut se passer, ce que l'on voit généralement, c'est que l'on perd du monde au passage, du fait de ceux qui se démotivent, qui résistent, qui perdent le sens également du changement, qui ne comprennent pas pourquoi il faut le mettre en place, qui rencontrent des difficultés. Et ainsi, les effets du changement que l'on souhaite obtenir commencent sérieusement à s'émousser. Alors, certains vont peut-être arriver à l'état futur, mais à la première difficulté, vont potentiellement revenir à l'état initial, c'est-à-dire refuser de mettre en place les changements, consciemment ou inconsciemment. Et finalement, nous n'utiliserons pas ou nous n'obtiendrons absolument pas les résultats escomptés. C'est pourquoi nous avons besoin d'un modèle qui va nous aider à comprendre l'impact du changement au niveau individuel. Alors en termes de modèle, je suis toujours dans les rappels, le modèle ADKAR de Prosai va nous aider à comprendre où en est chaque individu dans son trajet de changement. Alors, pour rappel, Prosai, ADKAR de Prosai, ce sont les 5 éléments clés par lesquels tout individu doit passer pour, en tout cas, adhérer et adopter les changements attendus. Alors, de façon très rapide, et vous retrouverez d'ailleurs pas mal de documentation, de webinaires sur le site de Nexum, sur le blog de Nexum au sujet d'ADKAR. Je vous engage à les consulter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces 5 étapes? Alors, première étape, c'est l'étape de awareness, c'est ce que l'on appelle la sensibilisation, c'est-à-dire comprendre pourquoi changer. C'est bien comprendre, en fait, c'est répondre au why. Je comprends pourquoi ce changement advient à ce moment-là. Le D correspond au désir de changer, c'est-à-dire décider véritablement de s'engager et de soutenir le changement. Là, on touche évidemment à la motivation individuelle et est-ce que chacun va y trouver. Élément ou phase de knowledge, là, on est plus dans la connaissance concrète de la manière de changer. Je sais comment faire. La phase d'ability, et on y reviendra, c'est la phase qui vise à concrètement, c'est la capacité à mettre concrètement en œuvre les compétences et les comportements requis dans le cadre du changement. On est bien dans la capacité, je suis capable de.
Il est d'ailleurs important qu'une certaine masse critique arrive dans l'organisation, arrive à cette phase-là, dans la mesure où c'est dans la phase d'ability que l'on commence véritablement à toucher du doigt le retour sur investissement du changement. Donc j'y reviendrai, c'est une phase cruciale. Et puis évidemment, chacun a la tentation, lorsque c'est un petit peu difficile, de revenir en arrière. C'est pour ça que la phase de reinforcement, donc de renforcement, va être clé pour pérenniser le changement. Alors c'est un modèle que nous utilisons beaucoup dans notre pratique, qui est au cœur de nos interventions et que je vous engage à garder en tête tout au long de ce webinaire, dans la mesure où nous allons y revenir abondamment. Alors, un autre modèle qui va nous aider à mieux définir le changement quand on fait de la TCAR, c'est effectivement, ce que l'on va voir ensuite, c'est la roue des impacts. Et il est important déjà, heu, pour bien comprendre un changement, de savoir déjà de quel changement nous parlons, de savoir ce que c'est. Et c'est ce que l'on va voir maintenant. Alors, concrètement, nous allons prendre un petit peu de recul et nous demander concrètement par rapport à un exemple de changement que vous pourriez avoir en tête, que vous avez vous-même mené ou vécu, une réorganisation par exemple, une fusion, un changement de culture, quels sont les impacts de ces changements sur l'activité au quotidien? En quoi est-ce que cela modifie la façon de travailler? En quoi les gens sont-ils, impactés? Et c'est là où on commence à voir le lien entre un changement décrété au niveau de l'organisation et le vécu des gens sur le terrain. Donc voici le début du modèle en tout cas, que j'aimerais vous partager. Alors il est évident, qu'un changement peut, n'avoir qu'un impact ou ne va pas toucher en tout cas les 10 aspects, que je vais vous présenter ici. Mais si on prend un changement, peut-être que vous avez à mener, la première question à se poser va être la suivante. Donc en quoi mon initiative de changement va-t-elle avoir un impact, par exemple, sur les processus, sur les systèmes? Et je vais vous expliquer dans quelques minutes, la définition de tout ça. Sur les outils qui vont être utilisés au quotidien, sur, les rôles. Est-ce que mon rôle va devoir changer par rapport, à ce changement? Heu, Qu'en est-il des comportements critiques? Je pense par exemple à des commerciaux qui vont devoir là aussi, se tourner peut-être encore davantage vers leurs clients, ce qui va sous-entendre, un rôle en tout cas et des comportements associés un peu différents. Idem, un état d'esprit, des attitudes, des croyances. Qu'est-ce qui va devoir concrètement changer dans ce changement? Autre aspect possible, la structure hiérarchique. On voit des réorganisations dans lesquelles on rajoute, des niveaux hiérarchiques, au contraire d'autres où on en retire. Donc concrètement, qu'est-ce que cela veut dire en termes d'impact? Autre impact à regarder, c'est l'évaluation de la performance. Sur quoi concrètement est-ce que je vais être évaluée? Quels sont mes objectifs? Est-ce qu'il va y avoir un impact, un changement, en termes de rémunération? Une structure variable par exemple qui va apparaître. Et enfin, dernier impact à regarder, c'est la localisation. Est-ce que je vais être amenée à déménager? Alors je vais vous détailler tout cela, bien sûr dans le détail, mais prenons par exemple un projet qui vise à changer la manière dont les collaborateurs d'une organisation, déclarent leurs frais, par exemple à travers un nouveau logiciel. Un collaborateur qui le fait une fois par mois ne sera évidemment pas très touché. Ce sera, par exemple, un impact, sur l'outil ou peut-être sur le processus. Par contre, le service comptable, amené à traiter l'ensemble des frais verra véritablement son activité bouleversée, avec plusieurs de ces 10 impacts concernés. Il est donc important, lorsque l'on parle de ces impacts, et j'y reviendrai, de réfléchir en termes de population, de services impactés, voire même d'individus, car les natures et les profondeurs d'impact peuvent varier, comme on le voit effectivement sur cette slide. Donc ces 10 aspects nous aident concrètement à comprendre comment le changement prend vie dans l'entreprise et prend vie également au niveau individuel. Alors, je vais vous demander,
je vais vous poser déjà une première question. Donc, je vais vous demander de prendre vos smartphones. Vous avez en haut l'adresse à laquelle vous vous connectez avec vos smartphones ou sur votre ordinateur, polyvie.com/nexum3. Et vous allez arriver, donc visualiser en tout cas ces 10 impacts. La question que j'aimerais vous poser, c'est, vous demander en tout cas de sélectionner les 3 aspects, alors 3 maximum, hein, qu'il vous semble les plus faciles de définir parmi ces 10 impacts. Donc pensez à un changement que vous avez eu à mener et posez-vous la question, quels ont été les 3 aspects les plus faciles à définir ou à clarifier? Sachant qu'évidemment, dans quelques minutes, je vais vous poser la question suivante qui sera, quels sont les plus difficiles? Donc encore quelques secondes. Intéressant. Alors je vois qu'il y a un gros consensus en tout cas sur la localisation. Alors évidemment, que des gens, changent d'endroit, ou déménagent, c'est ce qui est le plus facile effectivement à identifier. Également, idem pour, tout ce qui est, processus, outils, pour les rôles. Et encore, on voit que les rôles, effectivement, il y avait une personne qui avait sélectionné les rôles. En tout cas, ce que l'on peut constater, et c'est intéressant, c'est ce que l'on voit généralement dans les organisations, c'est que ce qui est sur le haut de la roue, finalement, qui est plutôt du tangible, du concret, est relativement facile à définir en termes d'impact. Par contre, dès qu'on parle de rôle, dès qu'on parle de comportement, critique, dès qu'on parle également, de croyances, d'état d'esprit, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, corollaire de la question, et merci d'avoir pris le temps de répondre, même chose maintenant, quels sont les 3 aspects, que vous arrivez à définir dans le changement, que vous arrivez à définir le plus difficilement en termes d'impact? Effectivement, je crois qu'il y a un plébiscite pour le bas de la roue, sur tout ce qui est lié à l'état d'esprit, tout ce qui est lié vraiment, aux croyances également, tout ce qui est lié également au comportement critique. Tout simplement parce on les oublie, voilà, et on va le voir quand on est pris par la vitesse, quand on est pris par le changement, effectivement, on a plutôt tendance, à se consacrer à du factuel. Or, une fois de plus, ce qui fait qu'un changement est adopté, pas adopté, c'est véritablement tout ce qui a trait, justement à l'état d'esprit, aux croyances, et c'est ce qui prend généralement le plus de temps à faire évoluer, d'où l'importance effectivement d'identifier ces aspects-là très précisément et très tôt dans le changement. Alors, allons-y. Déjà, merci d'avoir pris le temps de répondre et allons-y pour, définir plus précisément, ces impacts. Voyons les définitions. Alors, quand on parle de processus, on parle effectivement d'actions séquentielles, d'étapes à suivre, pour obtenir un résultat. Donc on a tous effectivement des process, à suivre, au quotidien, et si je prends un exemple pour que ce soit peut-être plus parlant, si on parle de mise en place d'un processus, dans le cadre toujours de la mise en place d'un CRM, hein, je continue, hein, mon exemple, l'exemple pris tout à l'heure, on pourrait parler de processus pour rentrer les données dans le CRM, ou au contraire pour, les uploader, ou pour, justement les traiter. Nous sommes dans une logique séquentielle, où on va, finalement, suivre des étapes, définies. Quand on parle de système, là, on est à un niveau un petit peu plus, global, j'allais dire. On va parler de combinaisons de personnes, d'applications, d'ensemble en tout cas d'outils organisés,
pour atteindre, ensemble un objectif. Le meilleur exemple, c'est par exemple la mise en place d'un ERP, qui va avoir, plusieurs grandes dimensions, qui va impacter les processus. On est bien dans un système qui va impacter plusieurs personnes et qui va impacter l'ensemble des manières de faire. Ou dans l'exemple que vous avez sous les yeux, on va parler par exemple, d'un dispositif complet, avec un CRM cloud qui va rapatrier des données issues de différentes provenances, ce qui va permettre par exemple de tracer, toute la vie du client, dans une banque par exemple, que ce soit physiquement ou bien dans les interactions digitales. Là, vous le voyez, ça fait appel à plusieurs, dimensions. Donc on est dans quelque chose d'un peu plus complexe. Autre impact possible, c'est dans l'utilisation d'un outil. Donc là, on va être dans un logiciel, mais pas que. Ça peut être également, un PowerPoint, ça peut être un outil physique, un outil mécanique utilisé, avec un objectif évidemment, particulier à atteindre. Par exemple, là, si je continue avec mon exemple de CRM, un outil de conversion pour migrer des données. Quand on parle de rôle, on parle véritablement, de ce que la personne fait, de ce qu'elle de enfin des nouvelles choses qu'elle va être amenée à devoir faire. On parle également de compétences essentielles pour être performant. Exemple, un service de chargé de clientèle, qui doit évoluer, d'un rôle de back office à un rôle de front office. On le voit, effectivement, cela fait évoluer le rôle, ne serait-ce que parce que, les personnes vont être amenées à être beaucoup plus en frontal avec les clients, par exemple. Et du coup, cela va avoir un impact sur des comportements critiques, c'est-à-dire vraiment la réponse essentielle, cruciale d'un individu, ou d'un groupe d'ailleurs, par rapport à, une activité ou par rapport à un environnement. Évidemment, en termes de, comportement critique, si je reprends mon exemple des chargés de clientèle, la capacité en tout cas, à accueillir, le client, l'adaptation aux besoins du client va être un comportement critique. Là aussi, c'est important de les repérer par rapport à un ensemble de compétences qui doivent être maîtrisées. Ce seront véritablement, les incontournables. Si je continue par rapport à la roue des impacts, autre impact, l'état d'esprit, les attitudes, les croyances. Et là, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est beaucoup plus internalisé. On va parler d'orientation mentale, de disposition, de structure d'esprit, dont en fait les signaux apparents vont se transcrire dans les comportements. Exemple, quand on demande, une évolution, dans ce domaine-là, ça va être, une évolution, de la part de chargés de clientèle, pour évoluer plus vers de la vente de produits, vers de la vente de services, en vue, par exemple, de, favoriser la rétention des clients. Et on voit que, ça sous-entend là aussi, un autre état d'esprit, une autre approche, une autre même manière d'envisager son activité, son job. Autre impact, la structure hiérarchique, je l'évoquais tout à l'heure. Là, on parle de relations d'autorité. Typiquement, passer d'une logique hiérarchique classique à une logique matricielle, avoir, une organisation qui devient de plus en plus plate, qui va sous-entendre justement, de devoir, faire preuve de davantage d'autonomie ou au contraire avoir un nouveau boss, ça a un impact sur la structure hiérarchique. Quand on parle d'évaluation de la performance, on parle, du processus d'évaluation de la performance, mais on parle aussi des indicateurs. On parle également des moyens d'évaluer la performance, et de la fixation d'objectifs. Et là, on voit effectivement que le fait d'introduire, par exemple, une part variable, ça va avoir un impact, notamment sur la rémunération. Alors quand on parle de rémunération, on parle de paiement monétaire, hein, mais on parle aussi de non monétaire, heu, voilà, accordé pour le travail effectué. Et là, on voit que, voilà, la structure de commissionnement, le plan de bonus, les primes, les intéressements, tout cela va avoir de l'importance. Dernier aspect, d'ailleurs, c'est celui que vous avez, plébiscité pour être le plus facile à repérer, c'est tout ce qui est lié à la localisation, au déménagement. Donc c'est un emplacement géographique, physique,
Et ce qui est intéressant, c'est que cet emplacement géographique, il fournit des équipements nécessaires à une fin précise. Donc par exemple, regrouper, des chargés de clientèle qui jusqu'ici étaient sur un plateau, et qui étaient enfin les regrouper en plateau, alors tous au même endroit, alors qu'ils étaient localisés en région, évidemment, ça va avoir un impact. La localisation, par exemple, alors on peut peut-être pas parler de localisation en tant que telle, mais quand on parle de passer à du virtuel majoritairement et de travailler en mode hybride, typiquement, on est dans un impact fort que nous vivons tous en ce moment. Donc ce modèle des 10 impacts va nous aider à définir précisément, heu, les exemples, en tout cas les impacts précis, hem et de les définir, on va le voir très concrètement dans le vécu des collaborateurs. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous encourage à faire, lorsque vous accompagnez des changements vous-même, en tant que change manager ou pas, c'est de regarder précisément ce que vous allez y mettre. Et vous pouvez d'ailleurs utiliser, hein, cette représentation, ce graphique, hein, vous pouvez le faire vous-même ou utiliser, le document que vous avez reçu en avance de phase de ce webinaire. Vous-même, définir ce que ça veut dire processus par rapport à ce changement, et de donner des exemples très, très concrets. Heu et on va le voir, c'est ce qui va vous permettre vous-même d'être très pertinent dans votre approche, en tant que change manager et de regarder en quoi, concrètement, ça modifie, l'activité, mais aussi le vécu des collaborateurs. C'est ce qui va vous permettre de vraiment comprendre le changement et d'élaborer l'accompagnement adapté. Alors tout ça, effectivement, vous pouvez vous dire: «Bon, c'est assez intuitif, hein», mais lorsque l'on est pris dans le feu de l'action, on oublie un peu tout cela. Alors une autre manière de montrer l'importance, de la focale et de là où on la met, c'est à travers l'exemple suivant. Vous pouvez dire ou on peut vous dire évidemment: «Nous implémentons un nouveau CRM». C'est ce que vous voyez à gauche. Et là, la photo est un peu floue, hein, quand même, de ce qu'il va falloir faire et des impacts, que cela va avoir concrètement. C'est très flou également au niveau organisationnel, mais très flou et encore plus flou au niveau individuel. Alors au milieu, on commence à y voir un peu plus clair, un petit peu mieux. On sait que ça va avoir un impact moyen sur l'activité et encore, hein, moyen, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, vous avez une petite idée. Ça commence à devenir un petit peu plus concret, ça se précise. Mais là où nous pouvons avoir un impact plus significatif encore en tant que change manager, c'est en se focalisant sur l'analyse concrète de ces impacts, l'analyse concrète de ce changement. Et une fois de plus, hein, j'entends très souvent des change managers qui me disent: «Voilà, ce rôle n'est pas simple dans l'organisation, il faut que je gagne en légitimité». En utilisant cet outil-là, c'est un moyen de gagner en légitimité. C'est là où vous apportez une valeur ajoutée, indéniable en questionnant l'organisation, en questionnant les gens sur concrètement qu'est-ce que ça veut dire ce changement. Alors certes, c'est avoir un petit peu un rôle de poil à gratter, mais on sait que ça fait partie des prérogatives, du change manager d'aller, justement préciser et chercher le réel. Alors, je vais vous demander de prendre votre smartphone, donc une autre question, où vous allez parler maintenant de vous, justement. En tant que change manager, quels sont, hem, les bénéfices que vous voyez, alors pour vous, pour l'équipe, pour l'organisation, à concrètement, clarifier, les impacts, du changement? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Quels sont les bénéfices que vous y voyez? Et pour cela, vous pouvez bien sûr prendre, un exemple concret, vous référer à du vécu. Alors une meilleure communication, oui, d'anticiper les résistances, clairement. Et on va le voir en précisant par groupe impacté, ça nous permet d'être encore plus précis, de comprendre et d'impliquer les utilisateurs. Tout à fait. On va le voir que là aussi, l'empathie, on va en parler, est un point important. Anticiper les résistances, prévenir les résistances en comprenant mieux ce qu'il se joue, favoriser l'adhésion, être concret, oui. Pérenniser la démarche, vous avez tout à fait raison par rapport à la dernière phase de renforcement.
Définir au mieux la stratégie d'accompagnement, ça fait partie du rôle du change manager, effectivement, avec les plans d'accompagnement du changement. Meilleur accompagnement, une vision claire, l'inclusion, très juste et on va y revenir. Augmenter votre efficacité dans les actions à mettre en place. On voit qu'il y a beaucoup de choses, hein, effectivement, autour de la résistance. Motiver, tout à fait. J'aime bien ça, les bons messages au bon moment, aux bonnes personnes. Et individualiser, effectivement, les impacts. Montrer qu'on ne va pas traiter de la même manière les leaders, les collaborateurs, que les impacts sont différents. Clarifier le projet avec les 4 P. Merci, je vois que vous avez de bons rappels sur les fondamentaux de la méthodologie ProSci. Augmenter les résultats, être proche du collaborateur, l'engagement, anticiper les freins, les résistances au changement. Définir le succès, tout à fait, et les moyens associés. Je vais encore vous laisser quelques secondes pour les dernières réponses. En tout cas, je vois que vous êtes très prolixe. Bravo pour ça. Très bien. Alors, vous aurez évidemment hein, toutes vos réponses hein, que vous retrouverez dans les slides du webinaire. Célébrer, important, la célébration. Merci beaucoup. Alors, en synthèse, ce modèle, vous l'avez compris, hein, c'est ce qui va véritablement permettre, en tout cas, d'être précis et d'avancer vers le succès, vous l'avez dit. Ce modèle, en fait, de la roue des impacts est un dispositif de facilitation. Et on va voir en quoi c'est un dispositif de facilitation permettant de faire émerger le volet humain du changement, souvent occulté par le rythme, par la structure de l'activité et d'ailleurs aussi par ce que l'on vous demande en tant que change manager, par le fait d'aller vite dans cette phase de transition afin d'avoir le moins d'impact business possible, de raccourcir cette période de transition, donc de susciter l'adhésion, l'adoption le plus rapidement possible. On peut être tenté justement de ne pas vraiment rentrer dans le détail et de se dire « bon, allez, je comprends globalement ». Or, il est nécessaire d'analyser précisément les impacts pour mettre en place les actions ad hoc. C'est ce qui vous permettra de mieux anticiper les résistances et donc de gagner du temps par la suite. Alors, faisons un zoom sur l'univers ProSci. Voyons maintenant ce qu'il en est d'un point de vue justement méthodologie ProSci. Donc, nous allons explorer en fait ce que nous faisons concrètement de cette roue des impacts. Alors, comme je vous le disais, chez Nexum, nous utilisons énormément ce modèle, que ce soit en formation ou en accompagnement de projets de changement. Alors, je partirai, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, des 5 principes fondamentaux du change management et qui permet justement de filer un peu la métaphore, en tout cas la réalité du fait que ce sont bien les collaborateurs individuellement qui vont faire les changements organisationnels. Alors, pour rappel, le premier principe, c'est que nous changeons toujours pour une raison et qu'il est important de connaître et d'avoir en tête cette raison et qu'elle soit explicitée, cette raison. C'est le A de Adkar, donc créer le awareness, créer la prise de conscience de la nécessité de changer. Le deuxième principe, et nous y sommes, c'est le sujet de ce webinaire, c'est que le changement organisationnel nécessite le changement individuel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut décréter les plus beaux outils, les plus beaux organigrammes. Concrètement, si les individus n'adhèrent pas, ce sera en tout cas beaucoup plus compliqué. Et puis cela va de pair, évidemment, avec le troisième principe, à savoir que les effets organisationnels sont le résultat collectif des changements individuels. Je passe rapidement sur les 4 et 5, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, à savoir que le change management est un cadre qui vise à gérer le volet humain du changement. L'outil ou les outils qui vous sont présentés font partie de ce cadre d'action qui vous permet, en tant que change manager, de renforcer votre efficacité. Et nous appliquons le change management, les outils, les principes, le cadre,
pour réaliser les bénéfices et les effets voulus par le changement. Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure dans la dernière enquête Polivy de l'importance justement du succès, de définir le succès, d'atteindre le succès. C'est ce que ça veut dire hein, concrètement. C'est bien parce que les gens sont dans la phase d'ability que l'on commence à avoir les bénéfices attendus. Donc, un petit rappel. Autre utilisation, et ceux qui ont suivi la certification en change management le savent, nous utilisons cette roue des impacts dans la phase 1 de préparation du changement. Alors, les certifiés un peu plus anciens utilisent ce que l'on appelle l'Impact Index. Ça doit vous rappeler quelque chose, hein, ce fichier Excel dans lequel vous avez utilisé pendant la certification justement pour faire toute cette analyse d'impact. Pour les plus récents, vous utilisez la solution en ligne Proxima pour le faire. Et là aussi, hein, vous retrouvez ce que l'on appelle l'Impact Index. Dans les deux cas, vous identifiez les groupes impactés par le changement et quantifiez l'impact du changement grâce à cette roue des 10 impacts. Alors, vous voyez ici un exemple de grille d'impact sur un projet réel où on voit le score par aspect, c'est-à-dire processus, outils, rôle, etc. et le poids global des impacts du changement sur la population concernée. Et c'est, j'y reviendrai, intéressant hein, d'avoir justement ce poids, là on le voit, c'est 3,7 sur la population concernée, notamment pour se dire, bah voilà, oui, le changement va peser sur cette population en particulier, il va peut-être falloir faire un peu plus attention, pardon, notamment pour éviter la saturation des équipes concernées. Donc là, on est dans une utilisation très concrète, justement, par population impactée, dans le cadre de la préparation du changement et de la préparation, en tout cas, des plans de conduite du changement que vous allez mettre en place. Un autre exemple, lorsque nous accompagnons des clients et des projets en conseil, nous utilisons l'outil à gauche qui met en lumière par impact ce qui change entre hier et demain. C'est l'exercice hier-demain. Basiquement, nous appelons comme ça, et nous le structurons d'ailleurs sur la base des 10 impacts. Autre exemple à droite, dans le cadre de nos formations pour les chefs de projet, toujours très attentifs à bien livrer leurs solutions, nous les invitons à réfléchir aux différents groupes impactés, puis nous leur demandons de bien définir pour chaque groupe ce que veut dire adopter et utiliser concrètement, c'est-à-dire à quoi ils verront concrètement que la solution est bien mise en œuvre. Donc vous voyez que nous avons beaucoup d'applications différentes, ce qui permet d'évaluer très précisément les impacts du changement au niveau individuel. Autre exemple, dans le cadre de nos missions de conseil chez nos clients, c'est lors de la mise en place justement des indicateurs. Vous en avez parlé tout à l'heure, des indicateurs de succès, des KPI. Nous utilisons ce que l'on appelle une change scorecard ou un tableau de bord du changement, soit pour un changement, soit pour suivre l'ensemble des indicateurs dans le cadre de changements multiples sur plusieurs projets, que ce soit au niveau individuel, au niveau du projet et au niveau de l'organisation. Alors là aussi, vous le voyez, nous utilisons les 10 impacts pour, premier point, définir le niveau d'impact. C'est ce que vous voyez à gauche, hein, c'est le même poids que ce dont je parlais tout à l'heure. Et puis surtout, définir des indicateurs qui vont nous permettre de suivre les impacts dans le temps, au fur et à mesure de la vie du projet. Et cela, évidemment, va nous permettre, au fur et à mesure, de monitorer. Alors le terme n'est pas très joli, mais c'est vraiment ça, l'évolution de ces impacts, voire même leur disparition, en fonction des différents jalons du projet, et puis de montrer concrètement la valeur du changement, du change, des actions que vous mettez sur les projets. Donc c'est extrêmement important là aussi pour pouvoir montrer votre valeur ajoutée et la valeur ajoutée de ce que vous mettez en place. Autre exemple, c'est un exercice que nous utilisons très fréquemment, que vous pouvez tout à fait réaliser vous-même, sur la base d'un PowerPoint hein, ou avec le document que vous avez reçu, en comparant chaque aspect entre ce qui se faisait hier et ce qui se fera demain. Cette comparaison va vous permettre de quantifier le niveau d'impact
par service, par département, voire même au niveau individuel d'une personne, si vous le souhaitez. Donc voilà, quelques exemples très rapides. Tout cela pour vous montrer que ce sont vraiment des modèles avec lesquels nous vivons et avec lesquels un change manager doit vivre au quotidien euh, pour pouvoir effectivement adapter ses actions au plus juste. Alors venons-en maintenant à la quatrième partie, qui est l'application concrète de ces 10 aspects dans le quotidien des organisations. Donc là, on continue en fait à descendre vraiment dans du pratico-pratique et dans les applications concrètes que je vous engage d'ailleurs à tester, à mettre en place dans le cadre des changements que vous avez à mener. Alors, je vais commencer par vous présenter ces 8 applications, applications concrètes, et puis nous rentrerons dans le détail ensuite. Alors, une première application de cette roue des impacts et des outils que je vous ai présentés, déjà, ça va permettre de développer l'empathie. Et on sait que l'empathie dans un contexte de changement va à la fois vous permettre de comprendre très précisément le vécu et d'accompagner également les collaborateurs. Deuxième application, ça va vous permettre de définir l'ability, c'est-à-dire la capacité, je vous le rappelle, concrète, avérée, de ce que les gens sur le terrain doivent véritablement mettre en œuvre en termes de changement. Et comme je le disais, c'est extrêmement important dans la mesure où c'est dans cette phase-là que les bénéfices de tout ce que vous aurez mis en place se feront sentir. Ça va nous servir également à créer des indicateurs d'adoption. Ça va également nous servir à embarquer les collaborateurs. Vous l'avez cité dans les bénéfices tout à l'heure lors de la question polyvique que je vous ai posée. Ça va nous permettre également d'identifier des angles morts, des choses voilà, des aspects que nous n'adressons pas, faute de temps par exemple. Ça va nous permettre également de personnaliser l'engagement ou de personnaliser ce que nous allons mettre en place auprès de chaque collaborateur. Ça va nous permettre également de créer des histoires, des user stories et des personas. J'y reviendrai pour expliquer tout ça. Et puis, ça va nous permettre également de mettre à l'échelle et d'adapter véritablement nos interventions. Alors, rentrons un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire développer l'autonomie? Alors, vous avez évidemment, je pense, déjà rencontré cette notion à plusieurs reprises. Ce que l'on veut dire par empathie, c'est la compréhension centrée sur l'humain de ce que les autres voient, ressentent et vivent. Alors, c'est évidemment une ressource clé pour tout change manager de comprendre. Ça permet de comprendre intimement ce que veut dire le changement pour les groupes impactés, en se mettant véritablement à la place des individus. Pour comprendre intimement le vécu des métiers des collaborateurs et ce que ça veut dire pour eux changer. J'aime à dire d'ailleurs qu'un change manager sans toute cette empathie ou ces compétences un peu plus relationnelles, voilà, vous avez beau maîtriser l'ensemble de la méthodologie ProSci, sans empathie, vous serez en tout cas moins équipé pour réussir vos missions. Alors, la roue des 10 impacts donne concrètement un cadre de compréhension partagée, ne serait-ce que parce que le change manager va devoir poser des questions, avoir des conversations pour bien comprendre les changements attendus et donc se mettre à la place des collaborateurs. Concrètement, dans l'activité au quotidien. Donc, l'empathie va également nous permettre de vérifier que ce que nous mettons en place est adapté tout au long de la vie du projet et potentiellement de pouvoir évidemment mesurer cela dans le temps et adapter les actions en conséquence. Deuxième application, j'en ai longuement parlé déjà, ça permet en tout cas de définir concrètement l'élément ability dans Radcar, c'est-à-dire la capacité à réellement mettre en œuvre le changement. Et j'insiste, cela doit se voir concrètement, que ce soit en termes de performance ou de comportement. Donc ce mot concrètement, qu'est-ce que l'on met derrière? Et c'est bien pour cela que nous parlons, quand on parle d'ability, de capacité avérée
de capacité manifeste à mettre en œuvre le changement, en termes de comportement, en termes d'utilisation d'outils. Du coup, la question que peut se poser tout praticien du changement, est la suivante, à savoir qu'est-ce que ça veut dire cette capacité avérée? Quel changement voulons-nous voir concrètement? Et c'est là où l'exercice hier-demain est intéressant, car en remplissant la colonne demain, très concrètement, je définis ce que je veux voir en termes d'ability, en termes de capacité, en termes de ce que les gens doivent faire. Donc, si je reprends l'exemple du CRM évoqué tout à l'heure, si je prends l'exemple des commerciaux, hein, nous allons commencer à définir concrètement ce qu'ils vont devoir changer en termes de processus, par exemple, pour rentrer les données commerciales dans le CRM, les nouveaux comportements à adopter, les anciens outils également à arrêter d'utiliser, les comportements à arrêter également. Donc une fois que cela est défini, nous allons pouvoir en tout cas, mieux aider, les gens, heu au quotidien à atteindre la cible. La troisième application concrète, une fois qu'on sait concrètement, quelle est la cible, ça va nous permettre de créer des métriques, des indicateurs d'adoption. Alors pour cela, il y a 2 éléments à prendre en compte. Je peux décrire, et c'est ce qu'on a vu dans l'étape précédente, la cible. Maintenant, il faut aussi définir ce que ça veut dire concrètement de nouveaux comportements, un nouveau processus adopté suffisamment et utilisé efficacement. Et c'est là où c'est parfois compliqué, hein, parce que, quel est, le pourcentage de personnes que l'on veut voir, adopter le changement? Heu, Qu'est-ce que ça veut dire utiliser efficacement? Qu'est-ce que ça veut dire utiliser partiellement? Et si je reprends mon exemple de CRM, qu'est-ce que j'attends concrètement, des commerciaux en termes de processus, en termes de fréquence, en termes de qualité des données rentrées, en termes, également de mots-clés à utiliser, de parcours dans l'outil. Donc on voit, il y a plein de questions qui se posent, hem et vous allez peut-être me dire: «Bah oui, mais là, on est dans l'utilisation d'un outil, on est dans un processus, mais quid, des comportements critiques?» Là aussi, et c'est d'autant plus vrai, tant que je n'aurai pas défini concrètement ce que ça veut dire adopter suffisamment et utiliser, efficacement, hem, comment est-ce que les gens doivent se comporter, comment on le voit concrètement, dans les comportements, ce sera compliqué d'arriver à la deuxième étape qui va être de définir des KPI, des indicateurs. Donc, premier point, qu'est-ce que ça veut dire? Définir déjà ce que veut dire, ce que signifie adopter et utiliser demain. Et puis deuxième point, ça nous permettra de définir les indicateurs, que l'on va évidemment, définir, au début, mais qu'on va, monitorer là aussi dans le temps, hein. Donc il faut là aussi qu'ils soient, valables et valides tout au long de la vie du projet. Quatrième application, nous pouvons utiliser ce modèle pour embarquer les collaborateurs en co-créant la définition de l'impact du changement. Et je vous engage véritablement à le faire d'ailleurs, hein, puisque si vous faites un travail en chambre, pour définir ces impacts, vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Donc je vous engage à vous asseoir avec des personnes, des groupes impactés, à commencer à remplir cette feuille d'impact hier-demain, avec eux. À travailler également, avec les chefs de projet, très concrètement sur ce que ça veut dire. Ça va vous aider, alors plusieurs bénéfices. Déjà, ça va vous aider à identifier des domaines auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé, faute de bien connaître le métier. Et puis une fois de plus, hein, le vécu des uns n'est pas le vécu des autres. Deuxième bénéfice, ça va permettre à différents collaborateurs, que vous allez potentiellement réunir en petits groupes, que vous allez voir individuellement, de travailler ensemble pour définir concrètement le changement et le demain, et donc d'atténuer certaines craintes. Et donc, par ricochet, de dédramatiser le changement, en le rendant beaucoup plus concret. Ça va permettre aussi d'objectiver, hem, ce que ça va vouloir dire au quotidien. Et puis peut-être aussi de commencer, à y voir des bénéfices. Cela nous permet, autre bénéfice, en tant que change manager, de bien dimensionner la réponse émotionnelle à prendre en compte. Vous parliez tout à l'heure de résistance. Oui,
là aussi, le fait de discuter avec des gens, vous allez voir quels sont les impacts les plus difficiles, quelles sont les résistances à prendre en compte, et donc déjà de commencer à définir ce que l'on appelle des mesures d'atténuation, de sentir le pouls de ce qui va fonctionner et de ce qui ne va pas fonctionner. Donc c'est ce que vont nous permettre en fait les travaux sur ces 10 aspects. Alors je vous propose maintenant de prendre à nouveau votre smartphone et de prendre quelques minutes pour répondre à une petite question. Au regard de votre expérience, dans le cadre des analyses d'impact que vous avez pu conduire ou que vous envisagez de conduire, quels sont les aspects qui sont le plus sous-estimés selon vous? Exemple, vous êtes avec une équipe projet, si vous n'utilisiez pas de cadre concret, quels sont les aspects qui seraient les plus oubliés? Les parents pauvres un peu, parce qu'on ne veut pas regarder ou parce que simplement on les oublie? Intéressant. Intéressant, parce qu'on retrouve évidemment ce que l'on disait tout à l'heure, hein, à savoir que le bas de la roue est peut-être plus compliqué à appréhender, qu'on les oublie, voilà, qu'on oublie souvent les comportements critiques et l'état d'esprit. Ça c'est sûr, sachant que ce sont des points, comme je l'évoquais tout à l'heure, cruciaux pour permettre le changement. Mais pas que. Vous m'évoquez également, les changements de rôle. Vous m'évoquez, également l'évaluation de la performance et c'est là où on voit l'importance également, de regarder, pas simplement la mise en œuvre du changement à court terme, mais comment est-ce que cela va être, évalué? Pas simplement d'ailleurs au moment de l'entretien annuel, hein, si vous en avez encore, mais régulièrement par le manager. Plus étonnamment, vous dites aussi que, l'impact, dans les processus n'est pas obligatoirement vu, et étudié. Hem, alors c'est vrai qu'on peut avoir, tendance à ne plus regarder, les macro-processus ou ne pas obligatoirement à descendre, suffisamment dans le quotidien, à regarder l'impact sur les processus. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine dispersion. Donc vraiment, je vous engage, à, balayer, l'ensemble de ces aspects, heu et je vais, justement mettre l'emphase là-dessus, avec un exemple qui souligne l'importance de bien, considérer tous les impacts. Alors, ce que vous voyez, à droite de l'écran, en fait, Hem, c'est, le résultat d'un sondage transmis par un consultant ProSci dans le cadre d'une session de travail, pour une transformation dans le domaine, de la santé. Alors cette session de travail a eu lieu avec la DRH et son équipe directe, où justement ils utilisaient l'outil pour, évaluer les impacts. Si vous regardez bien, en fait, il y a un impact, qui a été peut-être un petit peu moins, observé ou évalué que les autres, à savoir, la partie localisation qui a été moins pointée et effectivement, en fait, les équipes pour vous raconter ce changement, c'est que les équipes RH étaient redéployées, alors qui étaient jusqu'ici tout ensemble, étaient redéployées au sein des équipes. Mais des équipes métiers, mais sur le même plateau, au même étage et en bougeant, juste de quelques mètres. Et donc du coup, l'équipe, projet et la DRH a considéré finalement que, il n'y avait pas véritablement de déménagement, dans la mesure où, les outils utilisés étaient les mêmes, que l'environnement était le même. Or, en discutant avec eux, nous nous sommes rendus compte que c'était vraiment ce qui posait le plus de problèmes dans l'entreprise et qui générait le plus de craintes, de la part des collaborateurs et des chefs de projet RH. Donc en fait, faites bien attention quand on parle, c'est un exemple, hein, mais de localisation, le simple fait de changer de place tout en restant sur le même plateau, ça a un impact. Simplement un impact au niveau de l'environnement et au niveau de ses voisins et ça peut être important pour certains collaborateurs. C'est ce qu'on a appelé un angle mort. Donc on a pu l'identifier, ou en tout cas on n'aurait pas pu l'identifier sans cette roue d'impact. Autre exemple d'application, c'est ce que nous appelons, la personnalisation de l'engagement. Alors la personnalisation, c'est ce qui montre à l'autre qu'il est bien pris en compte en tant qu'individu,
de manière globale et holistique, mais aussi dans ses envies et dans ses caractéristiques. Et on sait et on voit à quel point c'est une composante importante de l'expérience client, voire même de l'expérience collaborateur. Moi, je vois de plus en plus d'entreprises, d'organisations qui parlent véritablement d'expérience collaborateur. Ou bien, d'ailleurs, on peut aussi parler d'expérience utilisateur, d'expérience client dans le digital. Donc, la personnalisation du changement à un individu ou à un groupe, via cette analyse d'impact, va nous permettre d'apporter une réponse adaptée en termes de communication, de gestion des résistances, d'accompagnement au quotidien, en traitant les écarts entre hier et demain. Et cela a un effet direct sur l'efficacité de vos actions et sur l'engagement des collaborateurs dans le changement, puisque c'est à eux que vous parlez. Et là aussi, on est toujours dans cette logique de montrer la valeur de ce que vous apportez en tant que change manager. Pour continuer sur la logique justement de personnalisation, ça va nous permettre également de créer des histoires, des user stories, de petites histoires qui vont illustrer le changement, d'expériences vécues. Également créer ce que l'on appelle des personas, des figures types. On retrouve cela beaucoup en marketing. On utilise ça également en design thinking. Des personnages types qui vont représenter vos groupes impactés, vos segments cibles. Et la roue des impacts va être extrêmement précieuse pour définir les histoires que vous allez raconter sur le changement et les cibles auxquelles vous vous adressez. À titre d'exemple, dans nos missions de conseil, chez Nexum, nous travaillons avec les sponsors et les leaders pour définir ce que nous appelons l'histoire du changement, c'est-à-dire la colonne vertébrale de la communication, donc des éléments de langage, des verbatims qui vont être utilisés et qui vont être relayés à tous les niveaux de l'organisation. Et il est bien sûr important d'adapter cette histoire du changement au contexte de chaque groupe, voire même au niveau de l'individu, au niveau des équipes. Et c'est là où la roue des impacts va justement vous permettre d'effectuer ces adaptations pour rendre vos communications encore plus concrètes pour les collaborateurs, en se focalisant sur ce qui change réellement dans leur travail au quotidien. Autre exemple, ce sera la dernière application que je souhaitais partager avec vous, ça illustre en fait la manière dont vous allez pouvoir dimensionner vos interventions dans des projets menés en mode agile. Alors, nous animons des ateliers justement d'application du change management et de la méthodologie ProSci en contexte agile. Et ceci est une illustration concrète que l'on en tire. Exemple, là, vous voyez, on passe par 3 itérations successives, par 3 sprints, découvrir, concevoir, développer, déployer, qui vont chacun donner lieu à des releases ou à des versions successives. Et la question que vous pouvez vous poser en tant que change manager, c'est comment on fait concrètement, hein? Combien de change management faut-il par rapport à chaque release, par rapport à chaque version? Et la façon dont nous répondons à cette question se fait au travers justement des 10 impacts de la roue que nous appliquons à ce moment-là à chaque sprint et à chaque release et nous regardons en fait quels sont les impacts pour les collaborateurs par rapport à la livraison. Et c'est en fonction de la quantité d'impact que nous allons dimensionner les actions de change à mettre en place. Donc sur certains sprints, on ne mettra pas d'action de change management particulière, communication, en termes d'accompagnement, etc. Pour d'autres, on en mettra beaucoup plus et cela va pouvoir varier d'une release à une autre. Alors, nous avons vu l'ensemble de ces 8 applications possibles de la roue des impacts. Alors d'ailleurs, vous avez peut-être d'autres idées d'applications. N'hésitez pas à nous en faire part, de choses que vous auriez expérimentées, par chat ou par mail. Je serai évidemment très heureuse de pouvoir compléter ce webinaire avec votre vécu et vos expérimentations. En tout cas, je vous engage vraiment à intégrer ces 8 exemples, ces 8 applications dans votre pratique de Change Manager, car c'est ce qui va donner une assise à votre analyse. Vous permettre en tout cas de bâtir des actions adaptées
à la dimension individuelle, très concrète du changement et pas simplement à parler en termes d'organisation et vous permettre d'accompagner les équipes et les individus au plus près de leur trajet de changement. Alors, nous arrivons tout doucement à la conclusion, mais avant cela, j'aurais une dernière question, à savoir quelle application, justement, de ces 10 aspects de ces 8 expérimentations, parmi les 8 proposées là, vous a le plus interpellé? Qu'est-ce qui vous semble justement voilà, des choses que vous ne faisiez peut-être pas, en tout cas vous dites: «Ah tiens, je vais expérimenter, je vais essayer. En tout cas, ça va apporter de la valeur, donc voilà, je me lance». Alors je vais attendre quelques secondes, le temps que ça se stabilise un peu. Ouais. Alors on voit quand même que identifier les angles morts est plébiscité et remporte l'adhésion, mais pas que. C'est quand même assez bien dispersé, notamment créer des indicateurs d'adoption. Créer des histoires et des personas, oui, qui va vous permettre là aussi d'individualiser. Par contre, embarquer les collaborateurs, visiblement, j'ai peut-être été moins convaincante sur ce point-là. En tout cas, oui, vous avez raison. Hein. Avant tout, identifier les angles morts, c'est ce qui va vous permettre véritablement une utilisation très concrète, une application très concrète pour agir au plus juste et montrer toute la valeur de votre accompagnement. Bien, eh bien j'arrive à l'issue de ce webinaire. Merci pour votre écoute. Donc, un rappel de ce que nous avons vu, les fondamentaux. Évidemment, nous avons vu l'importance, en tout cas, de structurer votre action. Nous avons commencé par quelques rappels sur les fondements du changement. Puis, nous avons découvert ou revu le modèle des 10 impacts avec la définition de chaque aspect. Nous avons vu comment nous l'utilisons dans l'univers ProSci. Et enfin, nous avons découvert les 8 applications très concrètes dans la pratique de change management. Donc, ce modèle est très puissant pour vous permettre de traduire un changement organisationnel en réalité concrète avec des actions efficaces, ciblées, avec une vraie granularité, une vraie finesse. Et voilà, je vous souhaite une bonne utilisation et une bonne application. Merci pour votre écoute. Peut-être, si nous avons le temps, si vous êtes encore là, quelques questions? Oui, nous en avons reçu quelques-unes. Merci beaucoup, Céline. Donc, la première question, avec qui doit-on faire cette analyse d'impact? Avec qui le change manager doit-il parler pour effectuer cette analyse? Alors, j'en ai parlé rapidement. Tout d'abord, moi, je vous engage véritablement à parler à la partie projet, au volet technique, à ceux qui conçoivent la solution. Vraiment déjà à faire ce travail-là avec les chefs de projet, à les challenger, à leur poser toutes les questions pour bien comprendre quels sont les impacts. Et puis ensuite, à monter un petit groupe d'utilisateurs potentiels, à aller parler aux collaborateurs, à aller sur le terrain dans les métiers pour justement concrètement voir ce qu'il en est là-dessus. Et à faire cela régulièrement. Cela va vous permettre également de vraiment rester très en lien avec le terrain. Donc d'abord, l'équipe projet et également un panel de collaborateurs, d'utilisateurs. Ok, merci. Et alors, suite à cette question, à quel moment doit-on effectuer cette analyse? À quelle étape du cycle de vie d'un projet, par exemple? Alors moi, je vous engage à le faire le plus tôt possible. Alors une fois évidemment quand même qu'on n'est pas simplement au stade de je vais implanter un CRM, il faut être un petit peu plus avancé, quoique. Et de toute manière, cette analyse d'impact, vous allez, pourquoi pas la faire régulièrement également tout au long de la vie du projet, donc elle va s'enrichir.
Et une fois de plus, je vous ai montré le tableau de bord du changement, qui est un moyen aussi de suivre les indicateurs tout au long de la vie du projet. Donc, faites-le relativement tôt. Il faut quand même que le projet soit un petit peu quand même défini pour vous permettre de descendre concrètement, enfin de voir ce qui va changer, de descendre concrètement au niveau du vécu des collaborateurs. D'accord, merci beaucoup. Une autre question. La démarche et les outils sont très pragmatiques. Dans quelle mesure puis-je utiliser cette démarche et ces outils sans être formé, certifié ProSci? Alors, bien sûr, je vais vous dire qu'il est tout à fait préférable d'être certifié ProSci pour utiliser ces outils. Donc, je fais un petit peu de pub au passage. Vous allez sur le site de nexum.eu et vous verrez l'ensemble des sessions de certification qui sont mises à votre disposition. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, ADKAR, par exemple, c'est dans le domaine public. Donc, vous pouvez l'utiliser dans votre pratique. Ce que je vous engage, par contre, à ne pas faire, et c'est simplement pour des questions de licence, et ProSci est un peu à cheval là-dessus, c'est à former d'autres personnes à ADKAR et à l'utilisation de l'outil. Donc, pour votre utilisation, allez-y. Pour la formation, là, pour le coup, là, il faut être affilié. Donc, vous pouvez affilier ProSci. Donc, vous pouvez vous retourner vers Nexum. Nous vous aiderons avec grand plaisir. Si vous souhaitez en savoir plus, de toute manière, vous avez là aussi les ressources sur le site nexum.eu. Vous avez des webinaires, vous avez des blogs pour continuer à aller un peu plus loin et à découvrir. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Céline. Merci à On vous. va arriver vers la fin. Donc, merci beaucoup pour ce webinaire très inspirant et merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Si certaines de vos questions sont restées sans réponse au cours de la session, on reviendra vers vous dans les prochains jours, ne vous inquiétez pas. Veuillez noter que l'enregistrement et les diapositives de ce webinaire seront disponibles sur notre site web dans les prochains jours également. Et évidemment, si vous voulez les partager avec d'autres collègues intéressés, n'hésitez pas. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, nous vous invitons à visiter le blog de Nexum. De plus, si vous souhaitez être tenu au courant de nos programmes de formation, publications, podcasts et webinaires, il vous suffit de vous abonner à notre newsletter depuis la page d'accueil de notre site web ou alors de nous suivre sur LinkedIn. Bien entendu, nous pouvons également vous aider si nécessaire sur vos projets spécifiques. Enfin, veuillez noter qu'il y a 2 prochains webinaires. Donc, le prochain sera le 20 mai et alors nous aborderons les applications avancées d'ADKAR, donc le modèle. Vous apprendrez comment appliquer le modèle ADKAR du changement personnel vers la gestion du changement organisationnel. Et alors, le 17 juin, nous aborderons la relation entre la gestion de projet et la gestion du changement. Ces 2 méthodes de gestion sont totalement complémentaires et vous apprendrez comment elles fonctionnent main dans la main. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur notre site web, dans l'endroit qui est destiné au webinaire. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire le plus vite possible, car le nombre de places est limité. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et une belle fin d'après-midi. Au revoir!